Bonjour à tous. Merci d'abord à Fabien Quattarel et donc à la Ravi Sanac pour cette invitation qui va me permettre de venir présenter certaines réflexions et travaux que j'ai donc sur les usages et les incidences des technologies dans les activités professionnelles, où je m'intéresse effectivement aux conditions d'usage mais aussi d'acceptation de ces technologies, puisque comme je l'ai évoqué dans une précédente conférence juste avant, c'est pour ça, je suis désolé si parfois je serais peut-être un peu fatigué dans ma voix ou j'irais chercher un peu mes idées, mais je n'avais pas conscience que c'était un effort mental de pouvoir articuler comme ça 2 conférences comme ça dans l'après-midi. Mais j'ai aussi un peu structuré mon discours pour être assez clair et pouvoir aussi évoquer des idées qui me semblent un peu effectivement importantes à véhiculer autour de vous. Donc comme je l'évoquais, moi je travaille sur les usages et les incidences des technologies dans des contextes que je qualifie professionnels et socio-domestiques, pour voir un peu pourquoi finalement les personnes, les organisations, les collectifs aussi acceptent, utilisent des technologies ou les rejettent, et partir sur une perspective qui est située sur l'activité. Donc on verra un petit peu en quoi cette analyse, ce passage par l'activité est un moyen aussi d'interroger plus globalement les conditions de travail, la qualité de vie au travail, les conditions d'exercice du travail, parce que les technologies, ce n'est pas seulement une condition de réalisation du travail, mais c'est aussi une condition de développement de l'activité, les technologies, et donc de voir aussi qu'on peut passer au travers de ces technologies pour repenser le travail. Si en ergonomie, on part de l'activité pour penser les technologies, on peut aussi partir des technologies pour penser, corriger aussi le travail, et avoir une analyse un peu plus critique sur le travail, puisqu'on voit que les technologies cristallisent plein de problèmes, d'ordre, comme on le voit, sur l'intensification du travail, sur les temps de travail, par exemple, sur l'emploi, sur les compétences, sur les relations managers, sur le contrôle, sur l'articulation vie au travail hors travail, sur la déconnexion volontaire, par exemple. Enfin, tout ça, on voit que l'objet technologique permet de s'approcher, de discuter, un peu avec une prise de distance sur toutes ces problématiques de travail. Donc ça peut être aussi un moyen. Et puis je travaille sur des objets techniques plutôt classiques, donc on essaye d'accompagner, ou en tout cas de comprendre justement leur immersion et leur acceptation dans les technologies, dans l'activité, pardon. Que ce soit des activités, enfin des technologies de type des environnements numériques de travail dans les groupes scolaires, que ce soit les réseaux sociaux numériques d'entreprise dans des grosses organisations, ou que ce soit des technologies un peu plus innovantes et émergentes. Alors, Fabien suit par exemple une thèse avec Ferdinand sur la voiture autonome. Nous, on est sur des technologies aussi de type immersive à réalité augmentée, ou sur des technologies qu'on appelle ambiantes et pervasives, j'y reviendrai. Mais là, toute l'idée, c'est d'essayer d'envisager un peu les contextes et les conditions d'usage et d'acceptation des technologies, un peu comme disait Madame Lombardi, sur l'idée d'une vision un peu exploratoire ou une perspective un peu, d'avenir, d'envisager les conditions d'usage et d'acceptation de ces technologies. Alors, pour introduire mon propos et dessiner peut-être les contours de cette intervention, j'aimerais partir d'une situation, d'une phrase qui ne vient pas d'un psychologue du travail, ça on le saurait, mais plutôt d'un économiste qui a été assez visionnaire en son temps, je crois, et qui déclarait de manière assez prémonitoire que, effectivement, l'accroissement de l'efficience technologique a lieu plus vite que nous n'arrivons à faire face à l'absorption de la main-d'œuvre disponible, et les générations futures entendront parler dans les années qui viennent du chômage technologique. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, mais le plus intéressant, je trouve, est ici. C'est qu'il dit que l'effet des machines de génération les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l'homme plus efficaces, mais de les rendre obsolètes. Alors, Keynes parlait certes d'activité physique, on était en plein taylorisme, plein fordisme, mais cela pourrait tout aussi bien maintenant correspondre avec ce qu'on connaît des diffusions et des développements des technologies actuelles à des activités mentales, cognitives ou collaboratives et sociales. Et comme je disais, si Keynes n'est pas un psychologue du travail ou un ergonome, et peut-être heureusement pour nous sans doute, il a su pourtant anticiper ce qu'allaient être les évolutions, les problématiques majeures du développement des technologies de l'information et de la communication dans nos sociétés, à savoir quelle est la place, quel est le rôle, quelle est la fonction que ces technologies doivent tenir, peuvent avoir dans le travail et plus généralement dans nos activités. Et effectivement, le récent développement de l'intelligence artificielle vient encore plus nous le rappeler. Plus précisément, c'est comment repenser ces activités
qui sont donc médiatisés par ces instruments technologiques, hein, pour trouver une répartition, une articulation équilibrée, harmonieuse, cohérente, en d'une part les interventions humaines et d'autre part les contributions technologiques. C'est comment aussi faire en sorte pour que l'intégration de ces technologies dans nos systèmes de vie soit et reste aussi acceptable et bénéfique, tant au niveau de la qualité et de l'intérêt des activités que nous réalisons, que du bien-être et de la qualité de vie, on en parlait tout à l'heure, de nos environnements de travail et de vie, mais aussi, et bien évidemment, d'une certaine performance organisationnelle. Et si les technologies peuvent apporter, et nos travaux en ergonomie ou en psychologie du travail essayent d'y participer, quand même un vrai soutien et de réelles ressources pour le bon déroulement des activités, par exemple en allégeant, en soulageant les personnes des tâches qui peuvent être rébarbatives, répétitives, laborieuses, mais aussi monotones, peu valorisantes, ces mêmes outils, eh bien, ils peuvent aussi se révéler extrêmement délétères pour les salariés et leur bien-être, en altérant les conditions d'exercice de leur travail et en s'appropriant le cœur du métier, ce qui donne du sens à l'activité. Et ça, c'est vraiment une problématique. Alors l'objectif de mon intervention, vous l'aurez compris, c'est d'interroger le rôle et la fonction que peuvent avoir ces objets technologiques comme instrument potentiel de développement de l'activité et de maintien aussi de cette activité, pas de dégradation de cette activité. Il ne s'agit pas seulement de voir effectivement la technologie comme un simple outil au service de la tâche, mais de faire en sorte que cette technologie devienne un véritable partenaire de l'individu, qu'elle soit un instrument d'expression, de valorisation et de transformation favorable et durable de l'activité. En effet, il n'y a pas seulement ce que l'on fait avec la technologie qui compte, il y a aussi ce que l'on devient par son usage, c'est-à-dire la manière dont on se construit et dont on s'accomplit et on se transforme aussi et par l'intermédiaire de ces nouveaux dispositifs. Enfin, il y a aussi l'idée, et je le disais tout à l'heure en introduction, que la technologie, et la question de son acceptation qu'on verra par la suite, peut être aussi un moyen, un prétexte, une modalité d'action aussi, pour interroger le travail, pour provoquer la mise en débat sur le travail et l'activité. Parce que, comme je l'évoquais, ça cristallise plein de problèmes, je n'y reviendrai pas. Autrement dit, s'il faut partir de l'activité pour penser et concevoir la technologie, on peut tout aussi bien repartir de la technologie pour repenser et penser, corriger, améliorer l'activité et le projet technologique qui va l'équiper. Bien souvent, en effet, on voit que l'arrivée de ces technologies révèle ou réveille des dysfonctionnements, des failles, des tensions ou des positionnements délicats dans l'activité. Donc c'est pour cette raison que je pense que le fait de passer par l'acceptation que je qualifie moi située des technologies peut être un moyen pour créer un espace de délibération sur les conditions de réalisation de l'activité, pour mettre le travail en débat, hein, et pour réfléchir aussi aux conditions de conception et d'implémentation des technologies. Donc soit en phase, je dirais, de réflexion et de déploiement de ces technologies, puis en phase aussi d'immersion et de diffusion de ces objets technologiques. Alors pour donner un fil conducteur à cette présentation, je vais essayer de l'articuler à 3 niveaux, avec peut-être un peu trop d'ambition, parce que je veux toujours être trop dense et je veux toujours beaucoup en dire, mais bon, l'idée c'est de picorer, c'est de prélever, et puis peut-être que ça vous donne aussi peut-être des moyens de penser ou de critiquer aussi, ou de discuter, hein, ces choses que je peux avancer. Donc une première partie qui essayera de rappeler le contexte socio-technique du déploiement de ces technologies pour évoquer quelques incidences que je perçois comme majeures, moi, dans l'activité. Alors, pas seulement des techniques classiques, mais celles qui vont arriver, là. Technologies, enfin, dont on parle les prochaines révolutions, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la robotisation, les objets communicants, les technologies ambiantes pervasives, qui envahissent déjà notre espace personnel et puis qui vont arriver dans le travail. Je pense que ça pose pas mal de questions, avec une vision un peu prospective. Puis en venir à discuter des conditions d'acceptation de ces technologies dans la mesure, comme je l'évoquais, ces approches peuvent être un moyen ou une grille de lecture pertinente pour justement appréhender le développement possible et impossible de l'activité au contact de ces technologies, et donc de repenser le projet de changement technologique. Et puis enfin, et pour terminer, d'aller vers ce que j'appelle une clinique de l'usage, de dresser les grands principes de cette approche qui s'inspire, comme vous l'aurez compris, d'une clinique de l'activité. Vous avez déjà eu pas mal de contributeurs et de fondateurs de cette approche-là. Le but étant de faire de l'objet technique un instrument d'analyse et d'intervention de l'activité et du métier. Alors, d'abord, tâchez de poser effectivement le contexte de développement des technologies par rapport à cette omniprésence finalement de ces objets techniques partout.
Donc on peut d'abord dire effectivement que les changements technologiques actuels sont caractérisés par la diversité, la régularité, la rapidité, voire la brutalité des innovations techniques qui touchent tous les domaines de notre existence, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la formation d'éducation, que ce soit au niveau santé et médical, avec les robots de chirurgie médicaux, d'intervention, les exosquelettes, que ce soit au niveau professionnel et social, avec les réseaux sociaux numériques d'entreprise, au niveau domestique avec la domotique, le smart home, avec le maintien à domicile ou l'hospitalisation à domicile, et puis les transports, la mobilité, les voitures autonomes, voire on parle maintenant aussi au niveau militaire avec la guerre propre, on en parlait tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire toutes ces guerres qui se font via ou par l'intermédiaire ou médiatisées par ces robots qui vont agir, une guerre propre donc en notre nom. Alors on voit ici qu'effectivement vivre aujourd'hui, ce n'est plus vivre comme avant. C'est-à-dire vivre avec l'ordinateur en plus. C'est bien vivre dans l'univers des technologies, avec lesquelles il faut apprendre à composer, à s'organiser. Du coup, la technologie n'est plus un simple outil au service de l'activité. C'est toute l'activité elle-même qui se trouve intriquée, articulée autour de ces technologies avec des reconfigurations et des ajustements majeurs. Alors, je voudrais en définir 3 qui me semblent importantes au niveau de l'activité humaine, et puis je les déclinerai aussi par la suite pour l'orienter. Ce sont d'abord, effectivement, les 3 grands rôles de ces technologies dans l'activité. Je vois d'abord les technologies que je peux qualifier de supplétives, d'habilitantes, de capacitantes. Un collègue parlerait aussi, et j'ai oublié de le mettre, Brangier, de symbiotique. En fait, c'est des technologies qui renforcent, qui augmentent, qui complètent, qui améliorent les capacités des individus. En fait, ce sont des véritables partenaires dans le travail, comme par exemple ces cobots qu'on voit là, qui nous permettent de faire plus et mieux avec ces technologies que sans elles. On est donc dans une activité réellement mutualisée avec la technologie, c'est-à-dire une activité qui permet de faire ensemble, de partager l'activité, les ressources, mais aussi les bénéfices de travail. C'est donc une relation qui s'avère mutuellement profitable, tant pour l'homme, pour son développement, pour sa reconnaissance, ce qui est entendable, mais, et c'est là ce qui est nouveau, et ce qui va être nouveau dans les années à venir, pour la machine elle-même. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui se développe qu'il faudrait aussi respecter le dispositif, montrer de l'intérêt pour le système, lui accorder une place, un rôle, un statut, une reconnaissance particulière dans notre univers de travail. Alors j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure quand je parlerai de technologies substitutives, mais gardez cette idée en tête. Retenons simplement que ces technologies supplétives contribuent de manière bénéfique à l'activité et à l'autonomie de l'individu, c'est qu'elles sont propices à l'exécution des projets de l'individu, elles reconnaissent ses compétences et lui permettent de développer effectivement son pouvoir d'agir. Donc c'est des technologies qui sont bénéfiques. Comme par exemple, j'ai l'impression d'avoir ce PowerPoint qui augmente mes capacités d'illustration, d'expression par les illustrations, l'organisation, la structuration. Je fais plus avec que sans lui. C'est clair. Quand je n'ai pas de PowerPoint, je suis pas moins bon, mais moins... Vous le jugerez vous-même. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être moins efficace. Voilà. Deuxième type de technologie, ce sont des technologies dites substitutives. Alors là, vous l'aurez compris, ce sont des systèmes dont l'ambition est de remplacer purement et simplement l'individu dans le travail. Alors les raisons, on est simple, c'est que ces technologies, elles sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus robustes, beaucoup plus puissantes, et aussi économiques et performantes que les interventions humaines. L'individu n'est pas en mesure de rivaliser avec ses capacités de calcul et de stockage de l'information. Alors on va substituer tout simplement les actions humaines, physiques, cognitives, sociales peut-être, bientôt, par ces dispositifs techniques. Et à titre d'exemple, vous savez que les ordres de bourse aux États-Unis qui sont passés pour l'achat et la vente des actions, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, à 80%, ce sont des robots qui le font. Ce ne sont plus des interventions humaines. Parce qu'on gagne quelques millisecondes qui se transforment en millions de dollars. Et en plus, on rapproche les serveurs des centres de bourse pour gagner encore des secondes. Or, la diffusion de ce type de technologie pose bien évidemment la question de l'emploi. Les projections des économistes, c'est Bénédicte et Osborne qui ont essayé de faire une méta-revue sur toutes les projections des économistes, disaient grosso modo que près de la moitié des emplois, 47%, allaient disparaître avec ce qu'on appelle la digitalisation des emplois. Or, ce seraient principalement les emplois intermédiaires, donc tous ceux qui gèrent des flux d'informations, qui manipulent des données, les employés, les comptables, les auditeurs, les vendeurs, qui seraient menacés. Ce sont lorsque les activités répétitives
c'est lorsque les activités sont répétitives, routinières, procédurales, qu'on peut, bien sûr, remplacer ces manières de fonctionner par des dispositifs techniques. Les autres, toutes celles qui exigeraient des compétences, des savoir-faire d'ordre cognitif, une intelligence créatrice, sociale, ou encore émotionnelle, voire éthique, échapperaient à cette digitalisation. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. On voit effectivement que les récents... Alors, j'ai plein de vidéos à vous montrer. Par exemple, on dit que les activités, par exemple, sensorimotrices, proprioceptives, celles qui nécessitent une coordination sensorimotrice, ne peuvent pas être remplacées par des robots. J'ai des vidéos où on voit qu'il y a des robots qui jonglent de manière à pouvoir balancer des balles, et ils reprennent la balle et ils font comme ça. Il n'y a aucun souci. Et puis, les récents développements de l'intelligence artificielle, que l'on nomme le deep learning, permettent de développer des machines toujours plus puissantes, capables d'apprendre par elles-mêmes dans des environnements non contrôlés, instables et complexes. Alors, la voiture autonome en est un exemple. Elle se débrouille, elle peut faire mieux que l'homme, puisqu'elle réduirait considérablement les accidents, mais aussi de s'approcher d'une certaine forme d'intuition humaine. Et ça qui est intéressant. Alors, vous avez entendu aussi AlphaGo qui a battu le champion du monde du joueur de Go. Et ce dernier, ce joueur de Go, ce champion du monde, s'est dit très très surpris justement des coups assez inventifs, imaginatifs de la machine, auxquels il ne s'attendait pas. Parce que la machine apprenait aussi des coups de l'autre et pouvait aussi proposer des choses et innover dans ces coups. Du coup, on pourrait quasiment dire que toutes les activités, vous voyez, pas seulement celles qui exigent une intelligence créative, sociale, etc., peuvent être aussi potentiellement remplaçables par des systèmes à intelligence artificielle. Et c'est là où je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la place et le rôle de ces machines, qui commencent un petit peu à s'imposer parmi nous. Il faut y réfléchir à ça, du point de vue éthique. Certains juristes, par exemple un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Alain Bensoussan, qui est juriste sur les nouvelles technologies, eh bien, vous allez sur son site internet, c'est l'un des spécialistes, son cabinet, c'est sur les technologies, en vient à proposer des droits à ces machines. Des droits à ces machines. Pour une reconnaissance de la personnalité des robots. Il s'agirait ainsi de régir leur rapport en termes de droits et de devoirs avec l'homme. Alors, ce projet un petit peu démentiel, effectivement, on peut l'entendre, de dire pourquoi reconnaître comme une personne un robot, répond en fait à deux préoccupations majeures. La première, c'est que le développement de cette intelligence artificielle doterait ces machines d'une sorte de conscience artificielle. C'est-à-dire que les robots disposeraient d'une liberté décisionnelle, d'une certaine autonomie fonctionnelle qu'il faudrait dès lors encadrer et régir comme pour les hommes. Et puis, deuxième chose, pourquoi aussi donner des droits à ces machines? Eh bien, c'est compte tenu de l'attachement affectif que nous, humains, développons à l'égard, enfin certains humains, à l'égard de ces machines, notamment des humains les plus faibles, les personnes âgées ou les enfants. Eh bien, ce serait dès lors pour protéger psychologiquement ces personnes qu'il faudrait protéger légalement ces machines. Une agression à l'encontre de ces systèmes serait traumatisante pour leurs propriétaires. J'ai des étudiants qui travaillent par exemple sur l'usage, vous savez, du petit phoque paro qu'on met dans les EHPAD auprès des personnes âgées. Eh bien, on voit qu'il y a une relation effectivement très émotionnelle, très affective qui se développe avec ces petits phoques tout doux, tout gentil, qui frétille la queue, qui bouge, etc. Et qu'effectivement, quand la machine ne fonctionne pas, ben, ou qu'on le maltraite, qui tombe, eh ben, ils le vivent comme une sorte d'agression, enfin, très mal vécu, très perçu. Et on le voit aussi au travers de l'exemple, je pense que vous en avez entendu aussi parler, d'Atlas, le robot qui a été racheté aussi la compagnie par Google. Et c'est un robot qui a été maltraité. Donc il fait plein de choses, il peut remplacer l'individu, etc. On peut le mettre dans des services logistiques pour les robots. Et donc ils se sont amusés, vous voyez, à l'embêter, ce petit robot. Donc à lui faire des misères. Donc il trépigne en disant « t'arrêtes de m'embêter », il revient « allez hop, je vais t'embêter, allez, tu dégages, je reprends ton paquet ». Et puis ça continue comme ça, un certain nombre de temps, et puis à un moment donné, alors j'ai plus la main, on va devoir attendre que... Donc ils s'amusent un petit peu comme ça, et puis à un moment donné ils sont allés plus fort, vous voyez, ils ont carrément pris une poutre et paf, ils l'ont fait tomber, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux sont emballés et il y a une sorte de pétition en disant il ne faut pas maltraiter les robots, parce qu'ils sauront s'en souvenir. Et donc il y a effectivement une sorte d'attachement affectif que les gens ont au travers de ces machines qui deviennent des personnes presque, en tout cas dans la réaction qu'on a.
voyez que ça pose des problèmes sur, encore une fois, le place et le rôle de ces nouveaux dispositifs dans l'activité. Je vais arrêter. Voilà. Troisième catégorie dans ce triumvirat, c'est ce que j'appelle les technologies palliatives. Alors là, ces technologies palliatives, elles cherchent à compenser, à combler un manque, un déficit, une fragilité de l'individu qui survient en fonction de différents paramètres ou causes, les handicaps inéo-acquis, toutes les dégradations de l'état de la personnalité qui sont liées à l'usure professionnelle prématurée, à la longévité professionnelle ou à toutes les formes d'intensification du travail. Et donc, l'individu n'est plus en mesure, je dirais, d'assurer aussi parfaitement que possible l'activité qu'il faisait auparavant, et donc on va lui donner les moyens de réaliser cette activité en l'outillant, en l'équipant ou en assistant par le système. Donc des exosquelettes, vous voyez, qui sont utilisés, en tout cas prévus à être utilisés dans les usines Toshiba, pour permettre à des ouvriers de réaliser leur activité malgré les problèmes de gestes répétitifs ou d'intensification du travail et d'effets sur les membres inférieurs. Ce n'est pas pour autant qu'on va se poser la question des contraintes qui s'exercent sur l'individu. Au contraire, on va pouvoir intensifier ces contraintes parce qu'on aura des équipements qui outillent ces individus. Voilà. Alors, concernant l'intégration de ces technologies dans l'activité, on peut aussi la distinguer de cas de figure. Lorsque les technologies sont bien pensées, ont été justement anticipées par des approches ergonomiques, eh bien, elles provoquent de simples transferts d'usage, d'apprentissage aussi, entre ces différents outils. Donc, ce sont des technologies itératives, instrumentales, itérative et incrémentale. Donc c'est peu traumatisant pour les salariés qui arrivent à transférer, à faire progresser leur savoir-faire, qu'il soit technique ou professionnel, entre ces différents dispositifs. Par contre, on peut aussi être confronté à des technologies disruptives, et là qui provoquent des véritables ruptures d'usage, qui vont remettre en cause non seulement l'expérience utilisateur, mais aussi tous les acquis professionnels des individus. Car changer d'outil, ça oblige aussi bien souvent à revoir toutes ces façons de faire, de penser, de coordonner, de s'organiser dans le travail. Il faut bien avoir en compte, et ça, nos études, on a fait une recherche pour l'APEC, et ça, je dirais, c'est une réalité professionnelle qui est effective. Il faut bien avoir à l'esprit que les pratiques professionnelles, le métier, sont de plus en plus intriquées, sont de plus en plus dépendantes de la maîtrise de ces systèmes. Être un contrôleur de gestion, ce n'est pas comme avant bidouiller un tableau Excel et savoir développer ses macros, c'est maîtriser un ERP. Vous changez de ERP, vous changez de règles de fonctionnement. Un ingénieur, on l'a vu aussi dans une grosse entreprise industrielle qui a été rachetée, l'idée c'est aussi on impose ses propres méthodes de travail, ses règles de travail, on impose des nouveaux systèmes technologiques. Changer de CAO, de conception assistée par ordinateur, on change l'environnement et les ingénieurs ne pouvaient plus bosser, ne pouvaient plus travailler, ils étaient complètement perdus. Idem pour les informaticiens où j'ai travaillé à la Caisse des dépôts, on change l'environnement de programmation, les gens ne savaient plus travailler. Alors certaines les viraient, eux, ils restaient pour maintenir les anciens systèmes et on embauchait des vacataires pour faire les belles applications. Ça, c'est aussi ça, c'est maîtriser le système qui donne aussi une existence par rapport au métier. Donc, et aussi un autre exemple, dans le rapport Orange qui avait été fait suite au suicide dans les années 2010, ça montrait bien que justement la régularité, la brutalité, l'arrivée massive de ces technologies perturbait les salariés qui n'arrivaient plus finalement à retrouver les bases de leur métier, à maîtriser leur activité. Il y avait une obsolescence des compétences liée au changement récurrent des technologies qui était cognitivement très épuisant, puisqu'il y a des désapprentissages et réapprentissages, mais aussi qui est professionnellement très déstabilisant. On n'arrive plus à maîtriser, on se trouve dans un sentiment d'impéritie, on est déqualifié, disqualifié. Il y a Daniel Linhart qui parle de précarité professionnelle quand on a ces changements réguliers, routiniers qui arrivent. Et je crois que c'est effectivement le cas. On avait, dans une autre recherche qu'on avait menée au niveau européen pour Eurocadre, les entreprises disent par exemple que les gens ne sont plus capables d'utiliser les technologies à partir de 47-50 ans. Il faut s'en débarrasser. Bon. Voilà. C'est cette vision-là. Il faut se débarrasser ou les maintenir dans un emploi où on ne serait pas confronté à ces changements techniques. Alors si on se concentre à présent plus particulièrement sur les impacts de ces mutations technologiques, on pourrait les regrouper à 3 niveaux. Selon moi, effectivement, ces technologies vont avoir pour incidence de changer le rapport que nous pouvons avoir aux autres et au monde, à soi-même et à l'activité.
D'abord, effectivement, elle change notre rapport aux autres et notre rapport au monde. On parle ainsi d'équipes virtuelles, de réseaux sociaux numériques, de collaboration médiatisée à distance, de travail hors frontières, de management à distance, d'espaces de coworking, de travail nomade, en home office ou en pendulaire, etc., etc. En fait, on voit qu'à travers le développement de ces technologies collaboratives, l'organisation, elle essaye d'inciter, de prescrire une meilleure coopération virtuelle, gage, selon elle, d'une plus grande efficacité et aussi d'une meilleure créativité et performance organisationnelle. Et là, on est en plein ce qu'on appelle du déterminisme technologique. Mettre en place une technologie va automatiquement engendrer des impacts positifs pour l'organisation. Mais cette approche-là ne prend pas du tout en compte les dynamiques collectives et intersubjectives à l'œuvre. On n'est pas effectivement sur des collectifs de travail au sens que des collègues comme Caroli Oclo l'entendent, mais plutôt, et pour reprendre l'expression d'Yves Clos, justement, sur une collection d'individus, c'est-à-dire un agrégat. Par les technologies, on va agréger, on va assembler des compétences qui sont interchangeables, mais reliées entre elles par des relations factices. On l'a vu, une étudiante qui s'est baladée, je disais, cet après-midi, pour un projet de développement de technologies collaboratives entre le Brésil, New York et Paris, pour suivre un peu ces activités médiatisées. Eh bien, on crée des projets, on prend les compétences qui nous semblent opportunes et appropriées, et on les assemble, et les gens nous disent, mais derrière, je ne sais pas avec qui je travaille, je ne sais pas pour qui je travaille, je ne sais pas quelles sont les valeurs ou les règles qui sont partagées avec ces personnes, et pourtant, voilà, j'échange avec elles. Donc on va mobiliser opportunément des individus sans qu'il y ait un véritable sentiment d'appartenance, ni de valeurs, ni de règles communes partagées. Les salariés coopèrent sans se connaître, sans communiquer, sans échanger sur leur objectif ou le sens de leur action. Les technologies, donc, en somme, servent à prescrire la coopération et non pas à la construire, à l'étayer ou à l'accompagner. Et on voit effectivement dans ces conditions, comme on le voit dans certaines études que l'on mène, que la qualité des collectifs et des relations interpersonnelles peut s'en trouver dégradée, car si effectivement on travaille davantage ensemble par l'entremise de ces technologies collaboratives, on se retrouve néanmoins et de plus en plus seul et isolé devant son ordinateur. Et comme on peut le voir dans cette petite vidéo, donc ça c'est dans le cadre d'une recherche qu'on a faite pour l'APEC justement, pour voir un peu l'impact des technologies sur les compétences et les métiers des cadres, comment l'activité se transformait avec l'usage de ces technologies. On a fait ce qu'on appelle une quasi-expérience, où on a demandé donc à des gens de travailler normalement, c'est un open space, un service de RH, et ils échangent le matin classiquement. Et l'après-midi, on leur dit, vous ne communiquez plus entre vous par des mails. Si vous avez à vous dire quelque chose, vous vous levez. Et puis vous allez parler, et puis vous allez échanger, dialoguer là-dessus. Et après, on les interrogeait pour leur demander qu'est-ce que vous avez dit en plus, qu'est-ce que vous avez ressenti en plus par rapport à un échange vocal, par rapport à un échange d'email, quelles étaient les contraintes, etc., en autoconf, etc. Donc voilà un petit peu Alors ce qui est intéressant, c'est le bruit qu'il y a. Donc vous voyez que c'est le matin, relativement simple. Donc vous avez aussi manager qui fait du management à distance de son bureau, qui envoie des choses à ses collaborateurs et qui ne bouge pas parce qu'il n'a pas le temps. Enfin, il a honte, il nous l'a dit, et je me sens très mal. Je ne sais pas des choses à faire, voir par SMS, parce que je suis toujours pris par des réunions, du reporting, voilà. Donc vous voyez que les gens sont relativement discrets, ne bougent pas. L'après-midi, écoutez tout simplement le bruit. Donc effectivement, les gens se déplacent, bougent. Il y a le manager qui sort de son bureau, va à la rencontre des gens, ils exposent, ils expliquent des choses, etc. etc., etc. Donc effectivement, une activité beaucoup plus animée, beaucoup plus... je vais arrêter parce que sinon ça nous embêtait. Beaucoup plus vivante du point de vue du collectif, mais... Là, on rejoint un peu la problématique, vous savez, sur les règles d'usage, et notamment les lois El Khomri, là, dont on parle actuellement sur les déconnexions volontaires. Est-ce qu'il faut que ça soit imposé ou discuté? Bien évidemment, et là, je pense qu'on partage ces points de vue, c'est aussi cette idée de réfléchir ensemble aux meilleures règles d'usage, parce que là, on pourrait avoir une vision unilatérale. On regarde ça, le directeur dit, bah, écoutez, ouais, c'est quand même mieux, les échanges, il y a du rapport, il y a du lien avec le manager qui n'est pas dans son bureau, qui ne fait pas du reporting, mais il contacte, etc. Et donc, on y va. Voilà. Sauf que vous voyez que... Comment travailler dans un contexte bruyant où ça bouge sans cesse, quoi. Ça peut être très perturbant et très déstabilisant pour les individus qui voient bouger à droite, à gauche les gens. Donc effectivement, ça peut être un moyen aussi de discuter, de dialoguer, ce que je disais tout à l'heure. L'objet technique, qui peut être un moyen de repartir des règles de travail, d'échange collectif, de voir pourquoi, comment, dans quelles conditions on doit échanger tout bêtement, via des emails ou via des discussions orales. Et on pourra en reparler, si vous avez le temps, après, sur la déconnexion aussi hors travail. Moi, dessus, j'ai une opinion qu'on pourra discuter sur est-ce qu'on doit imposer ou pas la déconnexion hors du travail. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça rejoint un peu la même problématique que cela.
Une deuxième incidence que je perçois sur l'arrivée de ces technologies, notamment assez innovantes, c'est celle qui effectivement transforme notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'il modifie le regard, le jugement que nous portons sur nos propres actes et nos propres agissements. Alors j'en veux pour preuve effectivement la problématique des objets communicants, appelés aussi l'Internet des objets, les objets connectés ou les objets intelligents. On évoque d'ailleurs aussi à leur propos, comme je disais tout à l'heure, avec les robots, la prochaine révolution technologique dans nos sociétés. Et donc on se retrouve face à des technologies qui sont à la fois plus transparentes parce qu'elles sont, je dirais, diffusées, réparties sur les objets du quotidien. Je pourrais en avoir partout autour de moi, j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre exemple. Mais aussi autonomes parce que capables d'agir seuls, et c'est ça qui est important et un peu innovant, sans commande ni action de notre part. Ces objets sont en effet dotés de capteurs qui sont hypersensibles pour détecter et réagir aux moindres faits et gestes de notre part. Et ils peuvent même anticiper nos besoins et y répondre avant même que nous ayons pu les formuler, en prenant en compte tout un ensemble de paramètres dont nous n'avons peut-être même pas conscience. Par exemple, le thermostat intelligent dans la maison. Il va régler la température en fonction non seulement de mes préférences et de la température ambiante, mais aussi sur la base d'autres indices auxquels je n'ai pas accès, comme mes habitudes de consommation intérieure, comme les activités domestiques en cours, comme aussi le nombre de personnes présentes par des capteurs et leurs préférences, comme le planning de ma journée, parce que ce thermostat intelligent dialogue avec mon planning, et il voit que je vais avoir des gens ce soir à manger, qui vont aller sur leur compte Facebook, qui viennent d'une région froide, donc il faut que j'enrichisse, etc. Enfin, on peut aller très loin comme ça. Je vous dis, mais c'est la réalité. Enfin, il y a des informaticiens qui s'amusent à faire ça, d'anticiper, de gérer tout ça. De voir le prix de l'énergie, de voir aussi les pics de consommation dans ma région, parce qu'on va être de plus en plus à fermer des pics de consommation pour réguler toute cette consommation. Enfin bref, tout ça, ce n'est pas des données que j'ai. Mais lui arrive à capter ce qu'on appelle le big data, le data mining, pour gérer, pour essayer d'offrir une proposition, un service qui soit adapté à mon profil, à ma situation, à mon activité ici et maintenant. Donc tous ces systèmes vont donner de la visibilité, de la transparence à des aspects très intimes et très cachés de ma vie. Et c'est en cela, à mon avis, que ça va modifier aussi le regard que la personne a d'elle-même. En effet, dans cet univers hyper connecté, l'individu se confronte à un mode intégralement contrôlé et assimilable à soi. On mesure ses consommations. Par exemple, c'est la fourchette intelligente, c'est-à-dire qu'il va mesurer le nombre de bouchées que vous avez, pas trop vite, parce que vous allez avoir des problèmes de digestion, vous allez grossir trop vite. Et vous allez voir un tableau où elle va vibrer pour vous dire, là, c'est le bon moment pour que tu manges ou pas, quoi. Ou ce que tu il y a des capteurs, des attention, là, tu prends trop de matière grasse, etc. On quantifie ses performances, c'est ce fameux Quantified Self, donc avec la montre connectée qui vous dit combien de fois vous avez couru, monté des escaliers, dormi mal, etc. Et on évalue aussi ses risques. Par exemple, là, c'était un miroir persuasif et pervasif développé par Accenture qui, avec plein de capteurs dans la maison, vous renseigne du nombre de fois où vous allez piocher. Vous savez qu'il y a 13% d'obésité dans le monde et ça ne cesse d'augmenter. Donc l'idée, c'est que chaque fois que vous allez piocher dans les gâteaux, dans la crème, dans le frigo, etc., on vous donne tous les jours votre taux de consommation d'aliments non autorisés. Et puis, si vous n'avez pas compris que c'était dangereux pour vous, on vous donne des courbes. Et puis, si vous n'avez encore pas compris, pour que ça soit plus persuasif, ce qu'on appelle la captologie, Computer as Persuasive Technology, donc on vous met un miroir avec votre visage là, comme vous êtes là, et puis dans 6 mois, parce que vous avez trop consommé de choses, quoi. Donc c'est persuasif. Pareil sur des écrans aussi persuasifs ou pervasifs qui vous donnent une information constante sur est-ce que vous êtes à la bonne posture ou pas, redressez-vous, qui s'adapte par rapport à votre posture et qui vous dit au bout d'1h30 arrêtez, allez faire un tour et revenez pour lutter contre la sédentarité professionnelle, etc., etc. C'est donc un monde sur mesure, qui me renseigne constamment sur ce que je suis par ce que je fais ou je ne fais pas, ou pas assez bien ou trop mal, et aussi sur ce que je devrais faire pour être ce que je ou que l'on souhaiterait que je sois. Alors 2 exemples pour illustrer ces dérives. Par exemple, certaines compagnies et mutuelles, vous avez entendu, et moi, on participe avec des collègues pour une des plus grosses mutuelles d'assurance à toute une réflexion sur les objets connectés, justement, parce que je pense que ce n'est pas dénué, les scientifiques, mais pour voir un peu les enjeux de l'usage des objets connectés. C'est vrai que j'oublie que je suis...
que je suis filmé, il ne faut pas que je donne de nom comme ça. Donc ils veulent conditionner les primes d'assurance de leurs adhérents, justement, selon la nature des activités ou des inactivités qu'ils ont dans leur vie courante, pour voir s'ils ont une hygiène de vie, une alimentation saine, et donc augmenter, réduire les primes ou vous virer parce que vous n'êtes pas dans cette optique-là. Pareil sur l'observance ou la non-observance médicamenteuse. On sait que c'est quand même extraordinaire, quoi. Les gens ne suivent pas l'observance, et donc du coup ça crée des problèmes parce qu'ils sont mal soignés, ou etc. Quand vous avez des prix de médicaments qui sont très chers, ça peut quoi. Là on a développé, et donc ça a été validé par le ministère des médicaments aux États-Unis, donc ce médicament connecté qui peut informer le médecin au vote complémentaire de la prise du traitement grâce à un capteur électronique biodégradable qui est inséré dans la pilule. Donc vous le prenez et ça communique avec votre téléphone portable qui envoie une information au docteur qui dit il a bien pris sa pilule et ça agit, etc. Et dans l'entreprise, on voit arriver effectivement cette même logique avec des technologies qui cherchent à influencer, orienter les comportements professionnels vers des bonnes pratiques saines et efficientes. Alors c'est par exemple ce projet de recherche ICT Nudge auquel nous avons été invités à collaborer, mais ça n'a pas été jusqu'au bout, tant mieux. Et, de toute façon, nous, l'intérêt c'est aussi de changer le projet, vous allez comprendre pourquoi. En fait, il s'agissait, c'est noble au départ, de lutter contre ce qu'on appelle la sédentarité professionnelle, qui est responsable, parce qu'on parle de nomadisme, hein, c'est bien avec les technologies, mais il y a aussi tout un pan de l'activité qui est de la sédentarité, où les gens restent 8 heures devant l'ordinateur sans bouger. Or, cette sédentarité professionnelle, eh bien, elle est responsable d'une mortalité très importante qui est supérieure à celle liée à la consommation de cigarettes. Hein, des études, j'en ai plein d'épidémiologiques qui montrent que ça crée un taux élevé de maladies cardiovasculaires, de cancer et d'autres troubles physiques et moteurs. Donc il y a vraiment des problèmes. Et donc pour lutter contre ces dégradations, quelle était l'idée? Eh bien, c'était d'imaginer de faire de l'espace, le bureau finalement, un espace connecté de façon à informer et à responsabiliser le salarié sur ses inactivités. Et par exemple, vous voyez, il y a des entreprises qui, pour lutter contre cette sédentarité, ils ont pris un autre moyen, hein, et ça existe. Hein, vous avez Accenture qui propose ce type de... donc une entreprise de consultants qui propose ce type d'activité, eh bien, ce sont des tapis roulants où vous travaillez pour pouvoir vous maintenir en forme. Mais vous vous dépensez sainement en vous donnant pour l'entreprise. Donc dans ce monde connecté, on a un espace quand même assez totalisant, hein, car si la technologie elle est un bon serviteur, elle s'avère en revanche être un piètre et dangereux maître. Et là, on est dans un paradoxe. Parce que si d'une part, cet artifice technologique donne à l'individu l'impression effectivement d'avoir une plus grande maîtrise, un meilleur contrôle de soi, de sa vie, de sa santé, dans une sorte de quête de l'excellence et d'un hygiénisme permanent, de l'autre, ce monde panoptique, constamment supervisé par ces objets connectés, rend aussi l'individu plus transparent et mesurable, et aussi plus prévisible et contrôlable, d'une certaine façon. Autrement dit, on a l'impression par cette éthique d'avoir davantage de contrôle et de disposer de plus de capacités d'action sur nos conduites humaines et sur notre existence, mais en fait, on crée les conditions d'une servitude volontaire vis-à-vis de ces technologies, qui nous disent quoi manger, comment manger, à quel rythme vivre, comment se comporter au travail. Regardez la dernière vidéo d'Apple Watch, c'était un peu cette idée-là. Dis Siri, hein, dis Siri, etc. Ou elle me dit voilà ce que je fais, etc. C'est ce que nous avons nous appelé aussi dans nos études une soumission librement consentie à l'autorité technique. On a fait des études pour montrer jusqu'où, en reprenant les paradigmes de Milgram et de l'influence sociale, les hommes se soumettaient aux technologies. Et ça va très loin, on peut leur faire presque n'importe quoi, parce qu'il y a un peu cette idéologie technologique où l'instrument technique est supérieur aux capacités humaines. Elle ne se trompe jamais. Et donc on peut faire plein de choses Le risque, c'est alors que l'individu se retrouve plongé dans une sorte d'ivresse narcissique, dans une quête de perfection, de dépassement de soi permanent, et on est alors dans ce qu'on pourrait appeler une prescription de la subjectivité, où l'individu serait en quelque sorte condamné à se dépasser, ce qui peut se révéler extrêmement délétère, comme vous pouvez l'imaginer. Et dans le monde de l'entreprise, donc la concurrence qu'on a déjà avec l'autre peut donc se doubler d'une concurrence avec soi-même. Une compétition avec nous, car il faut être à chaque fois meilleur, plus efficace, plus rentable et plus performant compte tenu des indicateurs dont je dispose sur ce que j'ai fait, sur ce que je produis, sur mes capacités ou incapacités, etc. L'atomisation, l'isolement de l'individu ne pourront donc que simplifier dans ces contextes. Dernière
reconfiguration que je vois, c'est par rapport à l'activité. Et là, ça nous intéresse plus particulièrement. Alors, je ne parlerai pas ici des phénomènes effectivement de distanciation que l'on peut percevoir et qui s'opèrent entre l'individu et l'objet de son travail, qui a déjà été bien discuté par un auteur comme Daudier, puisque la personne n'agit plus directement effectivement sur le produit de son activité, mais qu'il va agir par l'intermédiaire d'interfaces et d'instruments techniques qui vont réclamer donc d'autres façons de penser, d'organiser, de faire le travail, hein, qui médiatisent nos activités. Là où je voudrais plutôt attirer votre attention, c'est la façon dont la technologie, et je pense que ça c'est important, va procurer un statut officiel à l'activité humaine, en nous déresponsabilisant, en nous dépossédant du contrôle, mais du sens de cette activité pour nous, que l'activité est pour nous, en lui octroyant une légitimité, en lui donnant une validité quelque part. Vous allez voir. On se rend compte en effet que ces outils deviennent de plus en plus des instruments de certification, de reconnaissance, de jugement des conduites humaines. C'est-à-dire qu'ils valident l'activité comme étant bonne ou pas, acceptable ou pas, c'est-à-dire conforme aux standards, aux prescriptions attendues. Ils indiquent aussi comment je dois mieux l'exercer, sinon que faire pour la corriger. Ou encore, ils précisent quels sont les objectifs que je me dois d'atteindre. On peut déjà le voir, ces tendances-là, avec ce que j'ai évoqué là un instant, hein, c'est-à-dire que via effectivement ces connexions permanentes, mes conduites quotidiennes sont constamment qualifiées, quantifiées et évaluées par les objets connectés. C'est cette traçabilité qui va donner un sens, une valeur à mon activité. Est-ce qu'elle est suffisamment bonne ? Je me réveille le matin, je me rappelle, j'avais une montre connectée. Je ne sais pas si vous avez entendu mon exemple là. Et des fois, j'étais fatigué le matin. Puis sauf que la montre connectée évalue votre sommeil, qualité de sommeil, et vos pics de sommeil profond. Et je me réveille, j'ai mal dormi. Je regarde ma montre. Ah, non, elle me dit que j'ai fait un sommeil profond, donc j'ai été récupérateur. Ah bah ça va. Donc je suis bien. Ou alors l'inverse. Vous voyez comment ça influence. Ou alors, tiens, il faut que je bouge plus, etc. Donc ça me donnait, ça certifiait que ma nuit était bonne ou pas, quoi, en fonction de ce qu'elle me disait, quelque part. Alors c'est aussi le cas, pas dans la vie courante, mais dans l'entreprise. Et ça, on le voit effectivement par ces technologies qui vont déterminer le travail à réaliser, mais aussi qui sont capables d'évaluer la conformité de cette tâche aux objectifs attendus. C'est ce que Frenkel appelle des systèmes infonormatifs, et donc qui recouvrent des technologies prescriptives, telles que des logiciels intégrés de gestion, comme les ERP, des workflows, des systèmes de prescription médicale dans les hôpitaux, ou encore des logiciels métiers à script figé, comme on a dans les centres d'appel, ou comme on a, j'ai présenté la vidéo tout à l'heure, j'aurai peut-être pas le temps là, à la fin si vous voulez, dans tout ce qui est, vous savez, les centres logistiques avec des voice speaking, donc des systèmes qui vous ordonnent de faire l'activité en vous ordonnant vocalement, fais ceci, fais cela, va ici, fais cela. Et la personne valide en disant, oui monsieur, oui, tac, 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 et on le fait. Donc là, on est effectivement dans des systèmes qui prescrivent l'activité, qui organisent, qui régulent, qui déterminent ce qu'il y a à faire, et qui évaluent que le travail a bien été fait, et de justifier pourquoi vous avez fait un écart par rapport à ce qui avait été prescrit. Donc c'est un moyen de reprendre la main sur un travail grâce à cette technologie. Et on peut aussi citer d'autres outils beaucoup plus insidieux, beaucoup plus pervers, je dirais, ou sournois, c'est au choix, comme le knowledge management ou les fameux réseaux sociaux numériques d'entreprise, qui sont géniaux. Effectivement, toute une génération dit on veut travailler avec les réseaux sociaux numériques d'entreprise. Nous, on évalue ça dans des recherches par des tests qu'on mène. Et on voit en fait que ces dispositifs sont... Pourquoi je dis sournois ? Parce qu'eux, ils égrènent, ils n'imposent pas, dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Ils égrènent les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Bonnes pratiques qui ont été identifiées par vos pairs, qui sont donc socialement et collectivement acceptées, professionnellement. Donc on n'est pas sur une contrainte, une logique de la contrainte, on dit il faut faire ça, on est sur une logique de l'adhésion. Il serait bien que tu puisses faire ceci puisque les autres le font. Bien sûr, on a évalué nous ce qui était bien pour toi. Et gare à toi s'il n'a pas suivi ce que faisaient les autres, parce que du coup, il n'y a pas eu cette réappropriation. Tu n'as pas su anticiper les problèmes. Toutes les mauvaises actions, tous les problèmes, ils avaient été identifiés, tu n'as pas su, donc on tombe dessus. Et un dernier exemple que je voudrais porter à votre attention, et je trouve que c'est intéressant aussi, c'est la manière dont cette fois ces technologies vont prendre l'ascendance sur le déroulement d'activités humaines, cette fois-ci pas intentionnelles, et a priori nous contrôlables. C'est-à-dire qu'autant les activités humaines de travail, ok, là ça ordonne, ça organise, mais vous allez voir que même sur des aspects très intimes de notre vie, ces technologies sont capables aussi de les réorienter. Ça concerne plus spécifiquement les chutes à domicile. Donc on a une recherche qu'on a faite, c'est pour construire des dispositifs techniques qui permettent d'évaluer, d'identifier
les chutes à domicile, qui est la première cause de mortalité chez les personnes âgées, pour alerter les secours en cas de problème. Alors l'idée, ça a été de faire des analyses d'activité pour identifier ce que c'est une chute, je ne reviendrai pas, et de pouvoir, avec les informaticiens et les ingénieurs, paramétrer des systèmes de reconnaissance automatique, autonome et intelligent, entre guillemets, de ces chutes-là. Donc il y a des caméras qui captent, ah, là c'est une chute, là c'en est pas, et il y a des micros aussi qui identifient à partir de quand un haussement de voix, une parole, merde, zut, aïe, je tombe, j'ai mal, il y a quelque chose qui se passe, et donc ces deux systèmes visuels plus audio, ou qu'audio, qu'on ne peut pas mettre du visuel dans des systèmes non acceptables comme la salle de bain ou les WC, ou la chambre, c'est le système audio qui prend le relais, eh bien, elle est capable d'identifier la chute. Eh bien, on s'est rendu compte, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc la personne, vous voyez, là c'était des séances de formalisation, elle chute, paf, vous avez un captage de la vidéo de la silhouette qui détecte que là, effectivement, on est bien dans une situation de chute, c'est pas quelqu'un qui fait son yoga ou qui cherche la fraîcheur du sol, c'est ce qui est arrivé des fois. Et donc, elle crie, elle parle, ah, j'ai mal, prévient le secours, on lui dit, ah, ça va bien, non, ça va pas, bah hop, allez, appel, distille, les machins, etc. Alors, donc on s'est rendu compte par nos études que la chorégraphie des mouvements de chute, qui est par nature non intention, on ne décide pas de faire une chute, on ne décide pas de la faire d'une certaine façon, elle tombe comme ça, voilà, elle est spontanée, eh bien, elle va se trouver intentionnellement modifiée par les sujets dans l'optique d'être mieux reconnue et validée par ce système technique. Concrètement, on a remarqué que certaines personnes, quand on les filmait, quand on faisait des tests ou chez eux ou dans un living lab, allaient faire exprès d'exagérer, d'accentuer la chute et les cris, de façon à être certain que le système les reconnaisse. Pourquoi ? Parce que, et c'est surtout sur des gens, vous savez, qui avaient l'habitude de systèmes qu'on appelle contrôlables ou tangibles, c'est-à-dire les montres connectées. Les bracelets d'alerte. Pourquoi ? Parce que quand je tombe, je peux appuyer sur la montre et appeler le secours. Et d'ailleurs, ils se réapproprient le système, ils détournent de l'usage, parce qu'on voit que quand on faisait nos analyses d'usage, c'est des gens que quand on sonne à leur porte et ils ne savent pas qui c'est, ils ont peur, personnes âgées qui vivent loin, eh bien, ils prennent leur système et ils sont prêts à appuyer sur le bouton s'ils sont face à une agression potentielle, quoi. Donc on détourne l'usage, ce n'est pas nous protéger nous-mêmes contre une chute, mais contre une intrusion extérieure. Bref. Et donc, ces personnes qui avaient l'habitude de porter ces systèmes de téléalarme, sur lesquels ils appuyaient en cas de souci, eh bien, se trouvaient un petit peu dépourvus et n'étaient pas sûrs que, justement, leur chute soit bien reconnue par le dispositif. Parce qu'ils n'ont pas de contrôle. C'est un système, encore une fois, je disais, transparent, qui est réparti dans l'environnement. On n'a pas de moyen de contrôle. Donc, pour que je sois sûr qu'ils prennent en compte ma chute, quand je tombe, j'accentue et je crie plus fort. Et comme ça, j'aurai peut-être une assurance que la chute soit bien identifiée. Mais vous voyez bien que le système ne protège pas des chutes, il accentue les effets de la chute, quoi, dans ce cadre-là. Un autre effet qu'on a vu, c'est l'effet contraire, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent cacher la chute à la famille, parce que s'ils tombent trop, eh bien, ils vont être hospitalisés, ils vont être institutionnalisés. Donc, ils vont essayer de se retenir, même pour des petites choses anodines, mais en se retenant, ils vont encore accentuer les effets de la chute et ça va faire plus mal. On voit donc ici que c'est la présence de l'artefact technologique qui change la dynamique de la chute. Parce que cette conduite, la conduite qu'elle fait, elle ne se fait plus de manière « ah, je tombe », mais elle est adressée, elle est dirigée vers le système qui est là, qui rend compte de mon activité et qui la transmet à quelqu'un d'autre, à la famille, à la sécurité, à mon entourage. Donc ce qui est intéressant de relever ici, c'est que CIRDO donne donc une légitimité, un statut officiel à l'accident, en l'identifiant, en la reconnaissant qu'elle s'est effectivement bien déroulée. Si auparavant l'existence d'une chute ne valait que par la parole de la victime, entre guillemets, ce sont dorénavant ces technologies, ces outils qui vont valider, statuer sur la réalité de cet événement. Autrement dit, c'est la fiabilité technologique qui s'impose face à la parole de la personne âgée. Et cette dernière, elle peut même être discréditée si elle affirme des incidents non repérés par la technologie. Tant que le système ne se déclenche pas, alors la chute n'existerait pas en quelque sorte. Tu es tombé, mais le système n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Ça ne marche pas. Donc on voit ici, au travers de ces exemples, comment la technologie, dans ses formes les plus extrêmes, peut-être pas, peut participer à une forme de censure de l'activité. Alors censure aux deux sens du terme. Censure, qui est celle littérale, qui consiste à la privation d'initiative, d'expression et d'action de l'individu
dans son activité. Et là, on est clairement dans l'amputation du pouvoir d'agir, avec des systèmes prescriptifs qui régulent et contrôlent à l'extrême l'activité. Mais aussi, on peut le voir sous l'angle plus imagé, qui reprend la terminologie de Bernard Noël dans son ouvrage « L'outrage au mot » et qui nomme censure, S-E-N-S-U-R-E, et qui relève cette fois de la perte de sens et de signification de cette activité pour l'individu, parce que tout simplement, celle-ci n'a pas d'existence sans la reconnaissance du système technique qui lui donne sa validité sociale. Voilà. Donc, après avoir décrit ce contexte socio-technique qui nous a permis de discuter de quelques problématiques liées à la diffusion des objets techniques et des innovations technologiques dans l'activité, enfin certaines d'entre elles, je voudrais à présent aborder la façon dont on peut essayer d'évaluer et d'accompagner la conception donc, et l'adoption de ces technologies à partir de leur confrontation réelle de l'activité. Et c'est dans cette perspective, donc, je pense que l'acceptation technologique, et notamment l'acceptation située, celle que je vais proposer en référence à l'activité, ça peut être une grille de lecture intéressante pour à la fois questionner les conditions d'exercice du travail, de l'activité, mais aussi accompagner ces évolutions possibles ou impossibles. Donc je vais d'abord dresser rapidement un peu définir ce que c'est l'acceptabilité, et définir un peu les grandes approches liées à l'acceptation des technologies. Alors, qu'est-ce que c'est l'acceptation technologique? Eh bien, c'est pour ça que ça rencontre et ça rencontre aussi, mais de tous les enjeux liés à la diffusion technologique, parce qu'une technologie, ça coûte cher, et il ne faut pas se tromper, donc on va essayer à chaque fois d'imaginer, d'anticiper, de réfléchir. Si effectivement la situation, les acteurs, l'organisation est prêt à accueillir et intégrer cette technologie, ou si elle rencontre un public, ou si elle peut être convenablement utilisée. Bref, dans toute démarche de conception, d'innovation, de déploiement ou de changement technologique, il s'agit de prédire, de mesurer, d'expliquer, d'améliorer l'acceptation des technologies par les utilisateurs. Alors d'améliorer, ce n'est pas non plus anodin si je mets ça, parce que vous voyez que l'idée derrière, dans une optique assez gestionnaire, ce n'est pas de corriger le projet de changement technologique, ou de créer des conditions favorables à l'acceptation de ces dispositifs, ou de réorganiser le travail pour pouvoir utiliser les bonnes formes de technologie, simplement faire pression sur les individus de manière aussi insidieuse pour pouvoir les forcer ou les influencer à utiliser les technologies. C'est ce qui se passe de plus en plus. Si on suit un certain courant de l'acceptabilité, j'y reviendrai. Et pour cela, donc, on va chercher à identifier, à maîtriser les facteurs, les conditions et les motivations qui peuvent pousser les individus à vouloir utiliser ou non de nouveaux dispositifs technologiques. Alors dans cette optique, d'évaluer, de mesurer, de prédire les conditions d'acceptation de ces technologies, il y a trois grandes orientations qu'on pourrait distinguer. Un peu arbitraire, mais bon, toujours comme ça, quand on fait des distinctions, c'est discutable. Il y a l'acceptabilité pratique, l'acceptabilité sociale et l'acceptation située. Je vais essayer d'aller rapidement, parce que je ne vais pas non plus vous abreuver de théorie et d'approche, mais simplement vous expliquer un peu les fondements et les paradigmes importants. Alors, l'acceptabilité pratique, elle cherche à concevoir des dispositifs ergonomiques pour les rendre plus utiles, c'est-à-dire qui répondent à des besoins, plus utilisables, c'est-à-dire faciles d'utilisation, et accessibles, c'est-à-dire utilisables pour le plus grand nombre, conception universelle. Autrement dit, on cherche à rendre les technologies plus compatibles avec les caractéristiques des individus et les spécificités de leur activité, et donc plus acceptables d'un point de vue instrumental et pratique. L'idée est qu'une bonne expérience utilisateur, c'est-à-dire riche de sens lors de l'interaction homme-machine, favorisera l'acceptabilité technologique. En somme, on vise non seulement à concevoir un produit adapté, mais aussi une relation adaptée à la technologie pour finalement contribuer à une expérience utilisateur acceptable pour l'individu. C'est ça. Donc ça, c'est effectivement tout ce qui est lié à des tests d'usage, aux heuristiques, aux critères ergonomiques, à la conception centrée utilisateur, etc. Donc ça donne des résultats extrêmement intéressants. Peut-être trop figés ou trop orientés sur la relation instrumentale, mais ça, on pourra en reparler. Deuxième type d'approche, c'est l'acceptabilité sociale, que je qualifie d'a priori. Vous allez voir pourquoi. Et ça, c'est le modèle qui est le plus diffusé. Il y a à peu près 2000 à 3000 références dans toutes les recherches qui font référence à ça. C'est ce qui, à chaque fois que je participe à des soutenances de thèse, j'ai ce type d'approche qui... Mais bon.
et qui donne une vision, à mon avis, très désincarnée, très décontextualisée, très rationalisante, finalement, de l'homme, de l'activité. C'est une vision très, très, très cognitiviste, on en reparle. Alors c'est quoi? En fait, cette approche, elle porte sur les prédictions qui peuvent être faites sur l'usage d'un produit avant sa mise en service. Ou bien encore sur la prédiction du maintien de cet usage après une première phase d'utilisation. Concrètement, et c'est là où on est dans une approche très cognitiviste et très rationalisante, on va évaluer les intentions d'usage sur les technologies à partir de la mesure des attitudes, favorables ou non, que les individus ont sur ces dispositifs. On regarde si, effectivement, ils ont des appréciations plutôt favorables ou pas. Et ces intentions d'usage donneraient lieu, en quelque sorte, à une planification des futurs comportements d'utilisation que l'on peut tout à fait prévoir, mesurer et formaliser, via des batteries d'échelle et de mesure. Alors, le modèle qui est le plus utilisé là-dedans, c'est le modèle TAM. Alors, je vais peut-être vous le présenter pour voir, j'avais enlevé, mais simplement vous donner un peu, sans y revenir, à quoi ça ressemble. Voilà, donc on est dans cette vision très, très construite et très structurée du raisonnement humain. Donc l'acceptation d'une technologie dépendrait de deux facteurs, l'utilité perçue et l'utilisabilité perçue. Donc c'est la croyance qu'une technologie va permettre d'augmenter la performance au travail. Donc c'est une croyance, c'est une représentation, c'est une perception a priori. Et la facilité d'utilisabilité perçue, ou facilité d'usage, c'est la facilité par laquelle je pourrais utiliser facilement, aisément, intuitivement une technologie, dans des conditions possibles, potentielles. Et donc, il pose un principe que les perceptions qu'ont les utilisateurs de ces deux paramètres, de ces deux critères, vont déterminer les attitudes favorables ou non vis-à-vis de la technologie et les intentions d'usage qui vont influencer les comportements d'utilisation. Donc on voit dans ce modèle, encore une fois très déterministe, rationalisant, que tout se passerait comme si les utilisateurs allaient se confirmer en tout point aux projections d'usage qui ont été établies. Ils posent des questionnaires, des échelles de mesure, les gens nous répondent, et donc obligatoirement, naturellement, ils vont dire, nous ont dit qu'ils allaient l'utiliser parce que ceci, telle raison, eh bien ils vont l'utiliser parce qu'ils l'ont dit. Donc j'en reviens à... Alors il y a eu plein, je ne reviens pas, je n'ai pas le temps ici, c'est peut-être pas le lieu, mais plein de développement, de raffinement de ces modèles, d'ajouts, de compléments, etc. Le TAM 2, le TAM 3, l'UTOT 1, l'UTOT 2, etc. Et on retrouve toujours ces mêmes modèles avec des facteurs, des critères, etc. etc. Alors, je n'aurai pas le temps, pareil, de voir les atouts et les apports de ces modèles. J'ai plein de choses, j'en ai parlé cet après-midi lors du séminaire. Simplement, je voudrais voir avec vous quelques limites, 3 limites épistémologiques de ce modèle, qui me semble vraiment poser problème. La première, c'est que, on l'a dit, l'approche de l'acceptabilité sociale, donc on envisage a priori, on pronostique les intentions d'usage des technologies, eh bien, elle repose sur une conception très probabiliste et déterministe qui envisage le rôle prééminent de la cognition sociale dans l'adoption des technologies. Tout se passerait donc, comme on l'a dit, l'individu allait se conformer en tout point aux projections d'usage, aux prédictions d'usage, sans que la situation ni les conditions de réalisation de l'activité n'interfèrent. Ces modèles enferment en fait dans l'idée d'une toute-puissance et d'une autonomie des perceptions et des représentations sociales. Exemple, ce questionnaire qui effectivement, alors on ne peut pas le voir, mais qui évalue justement les intentions d'usage d'un logiciel intégré de gestion dans une organisation. Et les questions qui sont posées, alors je me rapproche aussi, parce que j'ai du mal à le voir, c'est le système n'a pas encore été testé, n'a pas encore été utilisé, n'a pas encore été expérimenté dans l'activité réelle. Et pourtant, on va se baser là-dessus pour dire, effectivement, cette technologie, elle est acceptée ou pas. Alors dans un contexte aussi, il y a des reconfigurations, des restructurations, on va licencier des gens. Vous voyez comment les gens aussi peuvent répondre. Et on va se baser là-dessus pour définir si le système est acceptable ou pas et diffusé ou pas. Les questions, c'est celle-ci. Je contrôle bien l'exécution de mes tâches avec l'utilisation d'un logiciel de gestion intégrée. Les gens ne l'ont jamais utilisé. L'utilisation du logiciel va me faire perdre le contrôle de mes actions. J'estime que j'aurai à fournir un effort mental important, penser, décider, calculer, lors de l'exécution de mes tâches en utilisant ce logiciel. Je pense qu'en exécutant ma tâche avec ce
logiciel, je sentirai une pression temporelle plus importante. Et le reste est même acabit. Donc on voit effectivement qu'on est sur une sorte de pensée magique, hein, où l'individu serait capable, sans connaître, ou une sensibilisation comme ça, une formation, de dire oui, bah, j'arrive à anticiper tout ce que ça pourrait m'apporter, m'enlever, fait facile ou pas. Et ok, bah, on t'a donné, on a évalué ça statistiquement, rigoureusement, et donc on est sûr que les gens vont se comporter là-dessus. N'oubliez pas que c'est des gens qui sont dans une situation sociale extrêmement difficile. Hein. Une partie va être licenciée. Donc il ne faut pas dire « j'aime pas ». Ça va être génial, super, c'est ce qui s'est passé. On va réussir à l'intégrer. Et on sait la casse sociale que ça crée, ce type d'outils dans les organisations. Donc dans ces conceptions, il semblerait ainsi que tout soit joué d'avance, alors que tout peut encore se jouer dans et par l'activité par rapport à ces développements, à ces imprévus, et aux circonstances du contexte social, organisationnel, d'implantation des technologies. Ainsi, ce qui pouvait apparaître acceptable à un certain moment et dans certaines conditions, dans ces séances de présentation, de formation, de marketing, peut ne plus l'être une fois le dispositif déployé dans ces conditions réelles d'usage. Par exemple, ici, là, ces deux photos que je vous mets, c'est un automate de réservation à la SNCF qui peut être perçu comme très acceptable, effectivement, en situation de test, dans des situations particulières, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire quand il y a des grèves, quand on est le vendredi lors des grands allers-retours de week-end ou de vacances, quand vous avez une file d'attente derrière vous, là, qui vous scrute, qui vous regarde, subitement, vous allez avoir l'impression que ce système est beaucoup moins acceptable dans ces conditions particulières. Et donc c'est là où l'entrée par les modèles de l'activité, donc les théories de l'action aussi, change la perspective par le fait que c'est l'expérience concrète de l'objet technique dans son environnement d'utilisation qui va déterminer les attitudes favorables ou non à son égard. Un autre exemple peut-être, c'est un doctorant qui travaille sur, pas les voitures autonomes, mais sur le véhicule électrique, l'acceptabilité du véhicule électrique. Et donc on regarde, on suit comment effectivement cette technologie reconfigure aussi l'activité, les pratiques, l'environnement domestique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a suivi les gens, il regarde, il fait des entretiens d'explicitation pour voir comment ça gêne et comment ça se heurte à l'activité quotidienne, aux habitudes des gens. Et il voit par exemple que, vous savez, une voiture électrique, c'est une autonomie de 120 km à peu près, qui peut changer en fonction de la pluie, si on met les essuie-glaces, du froid, de la radio, donc il faut être extrêmement. Et le problème, c'est que ces personnes, ils ont une vie sociale à l'extérieur. Ils sont invités à manger. Et des fois, ils sont invités à manger sur un parcours qui dépasse l'autonomie du véhicule. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont invités à manger? Donc, il y a les règles d'hospitalité, on nous accueille, c'est gentil. Mais ils arrivent avec une prise électrique et puis disent, est-ce que je peux me brancher chez toi? Et les gens se disent, mais déjà, il m'offre à manger, il m'offre le couvert, et en plus, je vais leur piquer d'électricité. Ils doivent penser, en plus, c'est vrai, quand on est chargé une voiture électrique, c'est pas charger un téléphone portable, quoi. C'est des kilowatts, enfin, dans la représentation. Et ils se sentent mal. C'est pas acceptable, du coup. Et du coup, ils refusent des invitations, des fois, parce que ça les met dans une situation sociale inconfortable. Dans ces situations-là. Et on a fait aussi, justement, parce que le commandidateur de la recherche voulait qu'on évalue l'acceptabilité sociale a priori, on a fait des questionnaires des échelles de mesure et on n'a jamais pu envisager ça. Si on n'avait pas dans l'activité, dans la situation, la vraie vie, qu'on n'aurait pas pu voir ça. Deuxième critique, et là on connaît, c'est l'approche instrumentale, les théories en sociologie d'usage, hein, tout ce qui est théorie de l'appropriation. Effectivement, c'est que ces approches-là envisagent les technologies comme figées et cristallisées. On a effectivement l'impression d'un outil stabilisé une fois pour toutes, sans possibilité de réappropriation ou de détournement de l'usage, enfin de la technologie par l'usage. Or, par les dynamiques d'appropriation, l'outil peut en effet évoluer, s'enrichir par de nouvelles fonctionnalités ou prendre d'autres significations d'usage, trouver un autre sens de l'activité et devenir du coup acceptable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la montre connectée, enfin la montre de telle alarme. La personne n'utilise jamais, mais là quand elle va, on sonne à la porte, subitement ça a un sens, c'est une utilisation particulière. Et là, autre exemple, c'est que mon grand-père ne voit pas du coup l'utilisation ou l'intérêt d'une tablette tactile comme un iPad, parce qu'il n'en a pas l'utilité, sauf que dans les circonstances et dans le contexte d'usage et dans cette activité qu'il réalise, ça peut avoir une autre signification d'usage et donc effectivement être pertinent par rapport à ce qu'il en est. Donc on a une utilisation qui évolue, vous voyez, dans l'activité que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre idée.
Et enfin, troisième chose, et celle qui, moi, m'horripile et que je considère qui peut être assez dangereuse, c'est effectivement le risque que j'ai qualifié de dérive gestionnaire. Alors, je m'explique. Effectivement, il y a une volonté des organisations, par rapport au coût de ces systèmes technologiques, de vouloir limiter toujours plus le risque de rejet de ces technologies en raison, on l'évoquait, des coûts d'investissement, des coûts d'achat de ces dispositifs. Or, avec les méthodes qu'on a vues là, de l'acceptabilité sociale, donc les échelles de mesure, on dispose de puissants moyens pour mesurer et prédire les conduites humaines. Enfin, ça donne l'impression de... Ils aiment bien les statistiques, les questionnaires, les chiffres. Voilà. Gérable, ça ils donnent une réalité. Du coup, ces modèles nourrissent l'illusion d'une certaine maîtrise du risque, en donnant la possibilité d'isoler la menace et d'attribuer l'action correctrice associée à cette menace pour éviter ou supprimer le risque. Et ça peut devenir problématique si l'on cherche à davantage traiter la personne en essayant, compte tenu des réponses qu'elle nous a données, de mieux la former, de mieux l'informer, de mieux l'éduquer aussi, pour la motiver et l'influencer à utiliser la technologie, que d'aborder la question de l'outil et de son adéquation réelle au système global d'activité et aux utilisateurs finaux. Ou au contraire, ou en plus, de s'interroger pour savoir si le système d'activité en place est assez mature pour bien assimiler cet artefact technologique, s'il ne faut pas le modifier ou le corriger ou y réfléchir pour le déployer afin d'utiliser les bénéfices du système technique. Au final, on voit ici que l'objectif n'est pas tant de prédire et d'expliquer l'acceptation des technologies que de forcer l'adoption des technologies chez les utilisateurs finaux en changeant leur cognition, c'est-à-dire leur attitude, leur comportement. Et ça, c'est un risque, je trouve, assez important. Du coup, par rapport à toutes ces critiques, on en est venu à proposer une autre approche qui s'inscrit davantage sur une réalité située de l'activité qu'on appelle donc l'acceptation située. Donc une approche plus située et incarnée de l'acceptabilité. Effectivement, il nous a paru opportun de comprendre ce qui se passait au contact de ces technologies en restituant la relation homme-technologie dans son épaisseur sociale, c'est-à-dire dans un système d'activité qui soit historique, qui soit social, qui soit organisationnel, plus riche, plus complexe et plus global aussi. Et on s'appuie en cela sur effectivement les approches liées à l'appropriation dont j'ai parlé et aussi au modèle de l'activité dont on a esquissé tout à l'heure les principes. L'acceptation, c'est donc une mise à l'épreuve de l'objet technique face aux contingences de l'environnement, où le dispositif, l'individu et l'activité se co-construisent et s'influencent mutuellement. On regarde ainsi comment les pratiques induites par l'usage des technologies se heurtent aux activités quotidiennes et habituelles des personnes. Et c'est donc pour maintenir son activité à un niveau acceptable, c'est-à-dire qui a du sens et qui est efficiente, que l'individu va donc être amené à accepter ou à rejeter la technologie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'exemple de ma voiture électrique. En quoi, finalement, l'usage de cette voiture électrique modifie les pratiques sociales, domestiques, voire familiales, c'est-à-dire de gérer, de négocier la voiture parce que je dois aller loin ou qu'il fait froid, donc j'ai besoin de la voiture thermique et pas la voiture électrique, ce qui va amener des tensions, de me justifier, ou d'anticiper par rapport aux déplacements ou aux manifestations, ce que je n'avais pas. Donc c'est toute une mobilisation, une anticipation des compétences requises supplémentaires. Et ça me gave, et non, j'arrête, et je veux plus. Ce qui est arrivé, les gens ne veulent plus. Trop de contraintes, trop de réorganisation dans mes activités. Je fais une petite vie paisible. Et dans cette approche, donc, on voit qu'on ne place pas seulement l'individu et ses processus socio-cognitifs au cœur de l'analyse, mais ce sont ses pratiques, ses conduites qui sont perçues comme ayant la capacité de nous renseigner sur le niveau d'appropriation et d'acceptation des technologies. Et pour dresser les contours donc, de cette acceptation, voici quelques grands principes. Donc on n'étudie pas la technologie pour elle-même et de façon isolée et décontextualisée, comme le fait l'acceptabilité sociale. On analyse ces technologies dans ces cadres d'utilisation réels, eux-mêmes non statiques, mais évoluant et se développant dans le temps par rapport au modèle de l'activité. On s'intéresse à l'expérience réelle, au vécu, aux pratiques effectives des individus au contact de ces technologies, et non aux perceptions sur ses effets probables. On aborde la technologie pour ce qu'elle fait, ou pour ce qu'elle défait, ou ce qu'elle apporte, ou ce qu'elle enlève, et non pour ce qu'elle est, ou ce que l'on suppose qu'elle sera. On appréhende l'acceptation dans la situation qui se réalise et qui se construit, et non dans celle qui est attendue et projetée, comme le font les modèles probabilistes de l'acceptabilité sociale.
On considère, et là je reprends une expression d'une représentante de la sociologie du usage, enfin du constructivisme social, c'est que la technologie n'a pas seulement de sens, de valeur et de conséquences par elle-même. C'est l'usage, ce sont les processus d'appropriation à l'œuvre, et c'est le système d'activité qui va déterminer ce que la technologie est, ce qu'elle apporte et ce qu'elle vaut vraiment. Et puis il y avait une chose finalement à retenir pour indiquer effectivement les liens, les effets de l'acceptabilité, c'est cette phrase-là. En fait, dans l'acceptation située, il s'agit moins d'examiner les conditions d'acceptation des technologies elles-mêmes que de s'intéresser aux conditions d'acceptation des nouvelles pratiques associées aux technologies, ou celles qui sont empêchées, ou celles qui sont transformées favorablement, positivement ou négativement, et donc celles auxquelles j'accorde aussi du sens. Et donc on va le voir par la suite, c'est quoi ces pratiques, c'est quoi ces modalités, c'est quoi ces dimensions auxquelles je peux accorder du sens et qui seraient acceptables ou pas. Dernière chose par rapport à ces différents modèles, c'est que si on regarde un petit peu la dynamique du processus d'acceptation, pourrait-on dire, on pourrait articuler ces différentes approches tout au long d'une trajectoire d'usage qui part de la conception du dispositif jusqu'à son utilisation concrète dans les situations de vie et de travail. Et puis chacune apporte finalement de ces conceptions des éclairages et des recommandations pour la conception, pour la diffusion et pour l'utilisation de cette technologie dans ces environnements de travail et de vie. Chaque méthode, finalement, chaque approche est à la fois un état et une étape qui nourrit et enrichit le processus de développement et d'adoption des technologies. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une boucle de rétroaction à avoir, c'est-à-dire que ça revient. On a discuté aussi tout à l'heure avec Fabien, bien évidemment, là j'ai placé à la fin l'approche sur l'acceptation située, mais ça peut être, je pourrais donner des exemples aussi, un moyen, on l'a fait, nous, d'amorcer, d'outiller, d'équiper, c'est une ressource aussi pour la conception. Ce n'est pas seulement en phase lors d'implémentation, mais on peut très bien utiliser ça dans la conception du dispositif, par des mises en situation proches, par des techniques de magicien d'ose. Enfin, il y a tout un ensemble de méthodologies qu'on utilise, nous, pour se rapprocher à une situation qui pourrait être celle avec le dispositif innovant, technologique, pour évaluer les impacts sur les activités des individus. Donc on voit finalement que l'acceptabilité pratique évalue ce que nos interactions médiatisées évoquent sur notre capacité à agir. L'acceptabilité sociale mesure ce que nos intentions d'usage supposent sur notre volonté, nos volontés, nos perceptions d'usage. Et puis l'acceptation située observe ce que nos actes et nos usages révèlent effectivement sur notre pouvoir d'agir. Ce que l'on fait effectivement avec ça. Pour terminer, j'en viendrai donc enfin terminer, c'est presque terminé. Pour exposer les différentes justement, dimensions de cette acceptation située. Je vous ai dit, c'est comment finalement ces technologies vont modifier, transformer, se heurter aux pratiques quotidiennes des individus. Et donc on a décliné une grille de lecture qui n'est pas un modèle, je n'aurais pas la prétention de définir un modèle, moi j'essaie de penser, de réfléchir en essayant de... Je mets bien cette expression-là de... je n'ai plus le mot en tête, mais on va collecter, on va percoler un peu des concepts, des outils, des approches pour essayer d'élaborer sa pensée, mais je reprends et j'essaie d'adapter par rapport à moi, mes réflexions, à mes questionnements vis-à-vis de mes recherches. Mais voilà, il y a 4 dimensions moi, qui me semblent intéressantes pour essayer d'aborder, d'approcher cette acceptation des technologies par rapport à l'activité et dans l'activité. Il y a une dimension personnelle. Alors ces dimensions personnelles ou individuelles, ça concerne les activités propres des individus, et donc on va essayer de vérifier dans quelle mesure l'usage des technologies est effectivement soit un facteur de performance, d'efficacité, d'efficience de l'activité, ou au contraire, ça génère une plus forte intensification du travail, en induisant une charge de travail, qu'elle soit cognitive, émotionnelle, psychique, plus importante, en requérant des contraintes et des exigences plus importantes, des compétences aussi, des savoir-faire un peu nouveaux, innovants, qui déstabilisent l'individu. Et ça peut concerner, à titre d'exemple, effectivement, l'augmentation des flux d'informations liés à l'usage des technologies, la multi-activité ou tout le méta-travail qu'on voit apparaître pour gérer justement toute la dispersion qu'il y a dans le travail et qui requiert effectivement un haut niveau de concentration et d'engagement et d'implication. Et aussi toutes les problématiques d'articulation des connexions travail hors travail. On s'amusait à suivre des cadres nomades avec ce qu'on appelle le subcam, qu'on mettait sur le coin de l'oreille pour voir à partir de quand ils utilisaient les technologies, ou qu'est-ce qu'ils y faisaient dans la famille, et puis comment ça générait aussi des problématiques dans l'espace familial.
Deuxième type de dimension, une dimension interpersonnelle. Et là, on retrouve des objets qu'on connaît, donc ça correspond au fonctionnement quotidien des collectifs de travail. Là, on regarde comment ces nouveaux outils affectent le travail collectif en redéfinissant la place, le rôle, la fonction de chacun dans un réseau ou dans un groupe de travail, mais aussi comment ces outils peuvent affaiblir ou dégrader les collectifs de travail, en les transformant, en ce qu'on a vu tout à l'heure, en collections d'individus. Ou en n'étayant pas, ou en n'accompagnant pas ces collectifs, en essayant de prescrire une collaboration qui n'existe pas et qui ne marchera pas de toute façon. Ou en déstructurant ces groupes qui fonctionnaient bien. Parce qu'on veut imposer des circuits, normaliser les relations, ou imposer des modes de fonctionnement qui ne correspondent pas à la réalité du collectif. Troisième dimension, c'est ce que j'ai qualifié d'organisationnel ou de métapersonnel. Et là, elle se rapporte à la façon dont les technologies cherchent à réguler plus ou moins fortement les marges de manœuvre et d'initiative des individus dans la réalisation de l'activité. Alors ce qu'on appelle soit l'autonomie, soit l'hétéronomie, c'est-à-dire l'autonomie où on me donne, où on exige de moi aussi une plus forte autonomie que je ne veux pas, que je ne réclame pas. Il y a des technologies, alors je n'ai pas le temps de les présenter ici, mais on est entre des technologies prescriptives, on l'a vu, qui régulent et qui déterminent le moindre fait des gestes, et puis vous avez des technologies flexibles. Alors là, c'est complètement ouvert. Et on est dans une imposition où l'individu, on lui impose d'être beaucoup plus créatif, imaginatif, performant, efficient, parce qu'il a les ressources. Je n'ai pas envie d'être autonome, je n'ai pas envie de décider quelles sont les ressources ou les actions, j'ai envie d'avoir un cadre, une procédure que je suis, et ça me va très bien, ne m'imposez pas ça. Ou alors, on est dans l'hétéronomie, et là, effectivement, c'est la dépendance extrême vis-à-vis du système. Je ne peux pas faire n'importe quoi sans en référer au système, ou sans en attendre l'ordre du système, comme ces fameux scripts de type voice speaking qui me dit « va chercher tel colis, fais ceci, va vers cela, et tu valides. Et si tu ne le fais pas, on tombe dessus. » Et là, ça touche aussi au contrôle et à la pression qu'exercent ces outils sur le travail. Je pourrais te donner des exemples. Et enfin, une dernière dimension, c'est la dimension transpersonnelle, donc qui associe à la fois des registres professionnels identitaires, et finalement, elle exprime la capacité des individus, par l'entremise de ces technologies, à faire reconnaître leur savoir-faire, à conserver leurs règles de métier, à pouvoir exercer leur activité et leur pouvoir d'agir, et à le développer aussi à l'échelle d'un métier. En d'autres termes, c'est permettre à ce travail de vivre et de s'exprimer et de se développer. Dit encore autrement, c'est est-ce que le travail que j'exerce avec ces technologies a toujours un sens, la même signification pour moi? Est-ce qu'il me permet toujours d'accomplir un travail de qualité pour lequel je suis reconnu et dans lequel je me reconnais? Alors ça peut être des fois gratifiant, des fois dévalorisant. Un exemple pour vous, c'est les sertisseurs des bijoux. Le sertisseur de bijoux, c'est une activité qui, on ne peut plus, manuelle, avec des règles de métier, avec des façons de faire transmises. Alors c'était en plus dans une entreprise très marquée culturellement. Et on transférait ça de génération avec nos pères, avec des experts qui transféraient ces façons de faire. Et donc chaque bijou avait une conception différente selon le petit geste, la petite entaille, la petite élaboration qui était spécifique. Sauf que l'organisation susnommée voulait développer des relations commerciales avec un grand groupe de joaillerie mondiale, et donc on lui a imposé de mettre en place ce qu'on appelle un extranet. Et le responsable de cette société a décidé de dire tiens, ce serait intéressant que je mette en place un logiciel de production pour permettre non seulement à cette entreprise internationale de voir et de suivre l'état de ma production en temps réel, c'est un peu l'idée, de pouvoir avoir une visibilité sur le travail et les stocks, mais aussi de pouvoir, comme font le script d'Apple, de faire un script de production. C'est-à-dire que pour augmenter ma productivité, chaque fois qu'il y a un bijou qui arrive, il y a un code barre, je scanne le code barre, et il y a un script qui, avec des petits schémas, montre un peu ce qu'il faut faire, comment le faire. Et il y a un sablier qui indique le temps nécessaire pour le faire. Et comme ça, je suis assuré, moi, responsable, que la personne suit bien le script. Parce que s'il met plus longtemps, on a calculé un temps moyen, c'est-à-dire qu'il a fait autrement que ce que j'avais demandé. Donc là, on est vraiment dans un déni du geste, dans un conflit de valeurs, de règles de métier, quoi, entre ce que je fais n'est pas ce qu'on me demande de faire. Dans une imputation du pouvoir d'action, d'agir, pardon. Et là, effectivement, c'est une souffrance énorme. Parce que du coup, c'est 30, 40, 50 ans derrière, avec tout ce qui a été transmis, qui, du coup, sont volés en éclats. Or, par chance, je dirais, c'est que quand ils ont envoyé la production chez le joaillier, on est arrivé à une production complètement standardisée. Et toutes les petites aspérités, toute la petite personnalité que les gens mettaient, étaient gommées, et donc, il n'y avait pas cette âme dans le bijou. Et donc, on a renvoyé ça en disant non. Donc, ils ont supprimé
le système qui permettait de réguler, d'organiser la production, sauf qu'ils ont laissé un autre système qui permettait de contrôler les faits et gestes des personnes, c'est-à-dire, on l'a entendu la dernière fois, mais c'est un peu la même idée, chaque fois que les gens voulaient faire une pause pipi, aller fumer une cigarette, ils pressaient sur un bouton, et à la fin de la journée, on voyait quels étaient les différents temps de pause des personnes, et donc d'octroyer des primes en conséquence. Voilà. Dans cette dimension transpersonnelle, un autre exemple, c'est le système, alors je trouve ça intéressant, que j'ai lu là dernièrement, qui est actuel en plus, mais on est dans cette dimension identitaire qui n'est pas acceptable. C'est dans cette situation de la jungle de Calais. Et on voit effectivement comment une dimension interculturelle peut jouer dans l'utilisation et l'acceptation des technologies, comme, et ce n'est pas nouveau encore une fois, l'avait déjà montré Wissner en son temps dans son ouvrage « Quand voyagent les usines ». Et donc on voit effectivement comment l'adoption d'une technologie peut être marquée par l'empreinte, et vous verrez, effectivement c'est le cas, l'empreinte, par l'histoire socio-culturelle des personnes. Alors c'est quoi le problème? C'est le refus de la part de ces migrants de vouloir utiliser un système de reconnaissance palmaire qui filtre les accès au camp et qui sécurise finalement le camp. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette technologie qui, d'un point de vue pratique, serait acceptable. Vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit de positionner sa main sur le système. Et puis socialement serait acceptable, puisque effectivement ça permet de limiter les intrusions pour ne pas se faire voler ou rencontrer des gens dans son camp, parce qu'il est protégé par des barrières, eh bien, n'est pas accepté dans la situation où il se trouve, socialement. Eh bien, dans les circonstances dans lesquelles ces réfugiés se trouvent, ce système de reconnaissance biométrique, il présente un risque potentiel. Pourquoi? Parce que leur empreinte, c'est leur identité, c'est leur signature, c'est leur bien le plus précieux. Or, selon les accords de Dublin, quand vous laissez votre empreinte quelque part, ça veut dire que vous faites une demande pour devenir réfugié politique. Et donc, le pays où sera laissée votre empreinte sera le pays qui devra gérer votre demande d'asile et accepter éventuellement le candidat. Or, on sait très bien que bon nombre de réfugiés ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre, ils veulent aller dans les pays nordiques, mais pas rester en France. Donc, eux, l'idée, c'est que si je mets mon empreinte, c'est erroné comme réflexion, mais si je laisse mon empreinte, ça veut dire que je laisserai une demande ou une signature ou un indice comme quoi je suis là, que j'ai fait une demande et qu'il y a un processus qui va s'enclencher hors de moi. On voit donc comment ces technologies, dans ce contexte très particulier, se heurtent aux ambitions et aux projets de vie des individus, dans la situation où je me trouve. Alors, pour terminer, on l'a vu, l'approche par l'acceptation située nous donne la possibilité de ne pas considérer la technologie comme extérieure à l'individu, ou hors de tout processus de médiation humaine, sociale et située. Bien au contraire, c'est un artefact par lequel l'individu et sur lequel l'individu peut agir, peut transformer et développer, et par là même, je le disais, se développer lui-même. Dans ce cadre, on voit donc que la technologie n'est pas seulement une condition de réalisation de l'activité, mais elle est aussi un moyen de développement de l'activité elle-même et de l'individu. Pas une condition de réalisation, mais un moyen de développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce que l'on fait avec la technologie qui compte, il y a aussi ce que l'on devient par son usage, la manière dont on se construit, dont on se transforme au contact de ces nouveaux dispositifs qui exigent ou permettent d'autres façons de penser, de faire ou de collaborer. Même si, effectivement, on se heurte des fois aux technologies, à les contraintes, eh ben, on le sait en ergonomie, entre le prescrit et le réel, il y a cette demande à imaginer pour contourner, détourner, pour faire d'autres usages que ceux attendus ou pour travailler malgré tout. Donc ça demande de l'innovation dans l'usage. Béguin disait « sans invention, il n'y a pas d'outil, sans réinvention, il n'y a pas d'usage ». On est bien dans cette idée-là. Ce qui revient à dire que les technologies ne doivent pas seulement s'inscrire dans l'activité ou s'incorporer dans l'activité existante pour être acceptées, sous-entendu être utiles, utilisables, avec une perspective pratique, elles doivent aussi s'y incarner, c'est-à-dire participer au rayonnement et à la valorisation de cette activité. Cette vision développementale de l'activité et de l'acceptation nous conduit dès lors à l'inscrire dans ce que nous avons appelé plus généralement cette fois-ci donc cette clinique de l'usage, et qui, pareil, je vais en dresser quelques contours. Une technologie devient acceptable du point de vue de l'activité quand on peut agir sur elle pour la transformer et se l'approprier, mais aussi quand elle agit favorablement et durablement sur nous, sur notre activité
et sur le système social dans lequel nous œuvrons. Donc il faut donner aussi une certaine souplesse, une flexibilité quand on conçoit des technologies pour laisser la possibilité à l'individu de l'intégrer dans leur système de travail et aussi de la faire évoluer en fonction de nos propres développements. Il y a cette articulation qui est nécessaire. Par exemple, la messagerie, regardez la messagerie. La messagerie entre les usages prescrits initiaux, est-ce qu'on en fait actuellement? Mais il y a plein d'usages qui sont nouveaux et qu'on a enrichis. Ce n'est pas seulement un outil de communication, mais c'est un outil aussi de contrôle. Je regarde si les gens sont là, s'ils me répondent ou pas. C'est un outil aussi de traçabilité. On est dans le couloir. Attends, tu m'envoies un message, même tu me le dis à l'oral, comme ça j'aurai une traçabilité. C'est un outil aussi de gestion de nos données. C'est-à-dire qu'on est d'archiver. C'est plus facile de retrouver des pièces jointes par les noms que par bloquer quelque part. Et puis c'est un outil aussi de to-do, c'est-à-dire d'organisation de la journée. On laisse les pièces en noir ou les onglets des messages non traités pour rappeler ce qu'il faut faire. Donc on a plein de détournements, plein d'appropriations, plein d'usages différents qui nous permettent aussi de la faire correspondre à nos besoins dans l'activité. Elle est flexible, c'est flexible. Quand elle permet, et là je reprends l'expression de Canguilhem, qui me semble effectivement tout à fait appropriée dans ces conditions-là, ces technologies, ce sont des outils qui permettent de créer entre les choses des liens qui ne viendraient pas sans nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas passif, on est acteur du travail et la technologie nous permet d'agir, de développer notre pouvoir d'agir sur cette activité. Et donc, quand on a les moyens d'agir sur notre environnement, sur les choses qui nous entourent, eh bien, c'est un facteur de bien-être et de santé. On ne subit pas, on agit, on développe l'outil et ça nous permet d'agir et d'intervenir sur l'activité. Quand elle soutient l'activité et accompagne son développement, donc aussi on est dans une idée de l'efficience, plus facilement, plus efficacement, maximiser l'effet en minimisant l'effort. Quand les transformations à l'œuvre avec ces technologies font écho à ce que nous sommes au niveau de notre expérience, de nos aspirations, à ce que nous faisons au niveau de notre activité individuelle et collective, et à ce que nous nous efforçons de construire quotidiennement dans notre travail, dans nos pratiques, nos règles de métier, notre identité aussi. Ça a du sens. Donc c'est l'idée aussi, voilà, je le disais, de pouvoir accomplir un beau travail et de s'accomplir dans ce travail. Et enfin, quand elle permet de mettre le travail en débat, on l'a dit, et quand un espace de délibération se crée sur ses usages et sur les pratiques associées. C'est-à-dire que c'est l'ambition de faire passer l'acceptabilité prescrite, comme on l'a vu un peu avec l'acceptabilité sociale, c'est le souhaité ou projeté par l'acceptabilité, à une acceptation construite par les individus eux-mêmes. Et là, on aurait effectivement les moyens de réfléchir ensemble aux conditions et modalités de l'intégration de ces outils. Pour terminer, et là je ne vous embête plus après, j'avais commencé par une citation de Keynes, et donc je voudrais terminer mon intervention en reprenant cette phrase d'Aragon, qu'il a prononcée lors d'un discours au Théâtre de la Commune, et que j'ai légèrement modifié pour l'adapter au sujet de la conférence, à savoir les technologies comme soutien ou contrainte dans l'activité. Et voilà ce qu'il disait, donc lui parlait de l'art, moi je parle de l'activité. L'activité doit avoir constamment un caractère expérimental. Elle doit être un art de perpétuel dépassement. Rien ne lui est plus opposé que la formule, les recettes, la répétition. Et qu'il s'agisse des pratiques individuelles ou collectives, l'activité, c'est toujours la remise en question de l'acquis. C'est le mouvement, c'est le devenir. Et la technologie doit donc être en mesure de favoriser ce mouvement et d'accompagner le devenir, le développement de l'activité. C'est de cette mobilisation ou de cette immobilisation du sujet dans l'activité que dépendrait l'acceptation des technologies. Je vous remercie pour votre attention.